Je m'éloigne des terres pour retrouver l'air marin de Cancale. J'y rencontre Fabrice Gilloire, ostréiculteur. Il me révèle tous les secrets de l'huître que je croyais connaître mais dont je ne savais finalement rien. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est avec Fabrice Gilloire qui est ostréiculteur. Donc en général je commence toujours par une question qui là va paraître peut-être un petit peu décalée parce qu'on est à la mer, mais je demande quelle est selon toi la définition, selon toi, la définition de paysan. Parce que c'est connoté négativement, positivement pour d'autres. Et j'aime bien avoir l'idée qu'en ont les gens pour démarrer. Paysan, pour moi, c'est producteur pour nourrir la population, tout simplement. Quoi. Producteur en pour mer la population. ou à terre. Donc tu On peux est te paysan de la considérer comme mer. paysan de la mer. Tout à fait. J'aime bien cette appellation, c'est très beau. On est paysan de la mer et marin. Voilà. Paysan de la mer et marin. On a deux casquettes. Tu as une des définitions les plus rapides et claires. Souvent ça hésite un petit peu, ça réfléchit, parce qu'il y a aussi habiter la terre, tout ça. Mais je suis petit-fils de fermier aussi. Ah, ben, Voilà. c'était une de mes Donc, questions par la suite. Oui, comment tu arrives à devenir ostréiculteur? Est-ce que ça a toujours été, c'est de famille Non. en famille? Moi, j'ai des parents qui ne sont pas du tout dans l'ostréiculture. Moi, j'étais un marin, je naviguais. J'ai fait des études aussi en construction navale. Ok. Donc, l'idée a toujours été de naviguer en voile. J'étais moniteur de voile. Et donc, après, j'ai fait un cursus construction navale à Saint-Nazaire. Et après, je me suis dit que je voulais toujours naviguer et que l'ostréiculture, en fait, était un métier à l'époque plutôt saisonnier. C'est quoi l'époque? C'était il y a combien de temps? Il y a 30 et quelques années. Tu as été navigateur? Oui, je faisais partie de l'équipage, ouais. Et tu as vu du monde? Tu étais plutôt autour de la France quand tu naviguais? Oui, je suis allé aux Antilles, je suis allé en Angleterre. Ok, et donc à un moment, pourquoi tu te dis t'arrêtes la navigation à temps Parce plein? que c'était des métiers de charter aussi. Donc, De charter? Ouais, on transportait, on emmenait des clients aussi. Donc, et que c'était plus ma tasse de thé, quoi. Ça veut dire quoi, charter? On emmène des clients pour des balades à la semaine. Ok, charter. Voilà. Je ne connaissais pas. Voilà. Et je naviguais plus pour moi, en fait. Quoi. Donc, Ah oui. Et après, donc, je suis tombé dans l'ostréiculture. Et l'ostréiculture, en fait, dans l'ostréiculture. Ouais. D'un coup, j'ai été piqué parce que c'est devenu une passion. Parce que c'est un produit très complexe sur lequel on peut intervenir énormément. Que ce soit par les densités, par l'exposition des hauteurs de parc, les zones géographiques aussi en France ou en Europe, voire même mondiale. Et donc, c'est devenu vraiment une passion. Et donc, maintenant, je passe quasiment tous mes jours à travailler pour ce produit. Mais c'est devenu une passion parce que tu as connu ça de quelqu'un? Comment tu arrives à l'huître? Et ben, je suis arrivé parce que justement, c'était un métier entre guillemets saisonnier à l'époque qui me permettait, donc j'étais à 6 à 8 mois, de continuer à naviguer pendant 4 mois. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu 12 mois sur 12. Quoi. Parce que tu fais de la navigation et à un moment tu te dis donc tu veux faire autre chose et t'en viens à l'huître. Un complément. Comment dire, l'huître, c'est parce qu'on t'en avait parlé ou c'est vraiment juste t'as réfléchi à te dire je veux faire autre chose à côté? J'habite ici et donc c'était un métier que tu voyais en fait. Quand j'étais étudiant, je participais déjà dès qu'il y avait des vacances scolaires en dehors de l'été parce que j'étais moniteur. L'hiver, je venais travailler. Ah oui, en fait, tu as toujours fait un petit peu. Voilà, depuis l'âge de 16 ans, en Okay. fait, dès que j'avais des vacances scolaires et qu'il y avait une possibilité, on travaillait. Quoi. Noël, on travaillait aussi. Mais donc la passion est venue beaucoup plus tard. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ouais. Et par contre, au moment où elle était là, c'était clair, t'arrêtes et tu. Après, c'est prenant. Donc, quand on commence à avoir une entreprise et qu'on est responsable d'entreprise, qu'on avait quand même une entreprise qui faisait 1400 tonnes à l'époque. Oui, c'est beaucoup. Il y avait 26 personnes à l'année et 250 à Noël. Et c'était toi le patron? J'étais un des actionnaires. Ouais. Un des actionnaires. Moi, j'étais responsable de tout ce qui est des productions sur 2 sites d'élevage.
Mais ça, c'est le type de métier, quand tu dis que tu es actionnaire, réellement actionnaire, c'est-à-dire que Oui. tu fais dedans, t'as pas juste des... J'avais un 3% de la boutique, quoi, donc. Mais je veux dire, tu travailles vraiment pour tu Ah, t'as pas juste des parts, quoi. j'étais pas Voilà. juste financier, non. C'est que c'est pas la même... Non, j'étais actionnaire, travail, enfin. Donc, et là, j'avais plus le temps de gérer quoi que ce soit en dehors de ce métier-là, quoi, donc voilà. Et donc à ce moment-là, tu as été dans une boîte avec des gens, Oui. et c'est plus le cas maintenant. Non, parce qu'on a eu les mortalités en 2007, donc on a quasiment tout perdu. Et c'est-à-dire, comment on perd tout Parce c'est qu'en petit à fait, petit? notre stock a fondu comme neige au soleil, et que sur une épisodie qu'il y a eu, qui est devenue une Sur pandémie une d'ailleurs. quoi? Une épisodie. Une épizootie? Un problème, un virus. Un virus? Ouais, C'est un virus des huîtres? Là, non, c'est un virus qui était dans l'eau, donc qui a muté, on ne sait pas pourquoi, température ou autre, et donc qui a tué jusqu'à 97% de notre stock. Ça a commencé justement par la Bretagne, Ah et bah après non, ça bah s'est l'inverse. transféré. L'Irlande a été un peu moins touchée. L'Irlande? Ouais, Ah oui, bah c'est loin. un peu moins, mais c'était plus froid, donc moins de développement viral. Nous, on avait pris l'option sud justement pour accélérer la croissance des petites huîtres, pour justement augmenter notre capacité de stockage ici, pas de croissance, et de sauver l'entreprise. Et malheureusement, le virus a suivi les différents endroits où on est allé, donc Et ça se passe en combien de temps? en quelques années. Oui, ok, ça prend quand même un... C'est pas du jour au lendemain, plus du tout. La mortalité, c'est en 24 heures. Ah oui, si, c'est ça, mais Ouais. donc il faut se C'était retourner tout de foudroyant. suite. C'était foudroyant. Et qu'est-ce qui se passe On prend un coup sur la tête et après on cherche des solutions. et les solutions, c'était tu fais autre chose ailleurs Ouais, on reprend des toutes petites huîtres et on va les élever plus sud, justement pour les faire croître plus rapidement avec la température. Parce qu'en fait, l'huître se nourrit de phytoplancton. Donc les phytoplanctons, c'est des sels minéraux qui arrivent des terres via les ruissellements de pluie. Et dès qu'il y a la lumière qui arrive, ça crée la photosynthèse, donc ce qu'on appelle le développement et Donc il boom faut de du soleil phytoplancton pour les huîtres, pour la nourriture des huîtres. pour la nourriture. Quand votre pelouse épouse, nous en mer, il y a de la nourriture. Ce sont des microalgues, donc des microplantes. Donc ça veut dire qu'une année où il fait super moche, il y aura moins d'huîtres. Il y aura moins d'huîtres en croissance et moins bonne qualité. Parce qu'ils auront Ok. moins à manger. Et donc là, actuellement, tu es tout seul? Ouais, Tu es indépendant? Tu Oui. as un stock de... Enfin, par rapport aux 1400 tonnes, c'est dérisoire. c'est dérisoire? Ce que je faisais en 2 jours dans cette entreprise-là, je le fais à l'année maintenant. Mais, Mais pas de mais la en même même temps, tu manière. es tout seul Mais par pas de rapport la à même 26. manière. Voilà. Et c'est quoi les avantages, les inconvénients par rapport à avant? Plus de liberté. Parce que moins de contraintes administratives et sociales. Parce que je passais plus que la moitié de mon temps à gérer des Oui, problèmes sociaux et administratifs. Donc, Gérer des équipes, c'est toujours beaucoup de temps. gérer de l'humain, ça me plaît bien parce que c'est aussi les aider, donc c'est important. Après, on a un panel de gens différents, donc c'était surtout la partie contrainte administrative, ça c'est une catastrophe. Hein. Mais Dans tous les métiers, ce qui est représentant de la ça France. revient tout le temps dans mes interviews, Exactement. les gestions administratives. Exactement. Mais parce sont qu'on est majeures. géré malheureusement par des gens qui ne connaissent pas les métiers, qui ne travaillent pas d'ailleurs, donc qui créent que des solutions pour, entre guillemets, contraindre les autres et puis justifier leur salaire, quoi. Sympa. Et d'ailleurs, on a envie de faire de l'huître en indépendant? Oui. Après, moi, j'en vis parce que je distribue en direct. Donc, ça veut dire d'autres contraintes logistiques pour les livraisons, etc. Oui, c'est ça, parce que moi, je te connais de ma ville, puisque tu viens vendre jusque Je livrais, dans tous les les 15 jours, banlieues parisiennes. Et tu vas au Ménil-le-Roi, Maison Lafitte. Tu fais un peu plein d'endroits du coin. Une grosse partie sur Paris, ouais. Tout l'ouest de Paris. Ouais. Donc la plus grosse partie de ta vente se fait au niveau de Paris. Ouais, soit un peu plus que 50%, ouais. Et c'était déjà le cas quand tu avais ton autre boîte d'aller à Non, Paris? non, dans le boîte, on bossait quasiment qu'avec des centrales. Et donc, à un moment, tu te dis, je vais aller vendre à Paris parce que les gens achètent plus à Paris de Non, l'huître? parce qu'on avait déjà, à l'époque, quand j'étais salarié et quand j'étais saisonnier, mon patron faisait déjà ça. Il allait vendre à Paris. Ouais. Donc après, il avait une plus grosse entreprise que la mienne, mais il livrait sur Paris. C'est comme ça qu'il s'en sortait, quoi. Et donc, quand tu commences en indépendant,
tu te dis tout de suite, je vais aller vendre à Paris. Non, en fait, j'ai des amis de Maison Lafitte aussi qui m'ont introduit Au monde. dans leur réseau. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, on a débordé sur Paris parce que du bouche à oreille a fait que. Oui, c'est du bouche à oreille. Ouais, uniquement. Parce que c'est, tu donnes ton numéro et les gens t'appellent, ils te demandent des. Ouais, ou les gens ils goûtent chez des amis, etc. Et puis voilà, ils m'appellent. Et puis Et après, ça a tout de suite marché ou bah, il faut du temps, quoi. Ça se développe encore, donc c'est bien. Et oui, c'était une de mes questions, c'est tu continues à choper des nouveaux clients, Ouais. tu n'es pas encore au stade où tu te dis c'est bon, là j'ai assez, Non. je m'arrête, Alors, tu t'étales. j'ai des clients que je refuse parce que je veux pas les mécontenter. C'est-à-dire des restaurants, par exemple, qui veulent travailler avec moi, je travaille avec très peu pour l'instant parce que j'ai pas encore assez de stock à l'année. Parce qu'en fait, Oui, parce qu'il faut être. les huîtres, c'est pas des boulons, donc. C'est pas des. Des boulons. Donc c'est pas facile à fabriquer. Tu parlais tout à l'heure de problèmes climatiques. Tu as une mauvaise saison, tu as une moins bonne croissance, mais ton client il veut toujours les huîtres. Donc si tu n'es pas capable de le fournir, c'est pas terrible. Quoi. Donc, Ouais, donc tu fais vraiment au particulier qui te demandera sur le moment et tu dis si t'as pas. Voilà. Et puis après, les gens au fur et à mesure y allaient tranquillement, sachant un ou deux restos, 3, 4, et puis ok, après on se connaît, donc voilà, les mecs ont confiance et puis ils savent que quand j'ai pas. Oui, donc tu fais avec quelques-uns, mais c'est acté que Voilà. parfois t'as et parfois ils n'auront pas d'huîtres à la carte. Voilà. Ou alors ils en ont d'autres Bah après, pour ils ont d'autres, alterner. ouais, ça, donc. Et la durée de production d'une huître, c'est 1 an. Alors ça va de. Moi, la plus rapide, c'est 1 an. La plus longue, plus rapide, c'est 1 an. 4 ans. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc la plus rapide que j'ai connue, moi, c'est en Corse. Et la moins rapide, c'est ici, mais côté Cancale. Donc ça veut dire l'huître que tu vends, ça fait déjà 4 ans que tu la as mienne, commencé non. à la Moi, je préparer. l'ai en général aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. Ah, parce qu'il y a une différence en fonction de l'âge Ouais. auquel on le vend. Bah, en fait, non, ça dépend de ta zone d'élevage, ton apport de phytoplancton, tout ce qui est sels minéraux, etc., l'ensoleillement et la densité que tu utilises aussi, que tu mets dans tes poches. La quantité d'huile que tu mets dans ta poche au départ et au fur et à mesure. Après, c'est un travail, donc c'est des curseurs sur lesquels tu joues pour soit accélérer, soit réduire. Et parce que comment tu fais? Ça veut dire à chaque fois que tu achètes des bébés huîtres, Oui. tu saurais le faire toi-même, avoir des bébés huîtres, ou c'est un autre type d'élevage Oui, je saurais le faire, mais il faut d'autres matériels. Quoi. Ouais, c'est... Donc, ce qu'on appelle une écloserie, ou alors de manière Des naturelle. closeries. Ouais. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de faire des bébés huîtres Oui. pour les ostréiculteurs. Ouais. Enfin, à la base, tu n'avais pas d'écloserie, entre guillemets. C'était juste c'est toujours d'ailleurs une grosse partie de médecin naturel. C'est-à-dire que tu as des zones de captage qui sont Arcachon et Marennes-Oléron, où là, tu as des zones qui sont abritées. Dès que l'huître, dès que la température de l'eau commence à monter, autour de, on va dire, mois d'avril, ça donne en indication à l'intérieur à l'huître de créer des produits sexués. Quand tu regardes la partie pointue de l'huître ici, on a ce qu'on appelle une gonade, donc c'est une poche. Et donc c'est ce qu'on appelle la laitance pendant l'été. Si on coupe cette poche-là à l'intérieur, c'est du lait. Ce sont des produits sexués, donc spermatozoïdes pour les mâles, ovules pour les femelles. Dans une huître, tu as quelques 100 millions de spermatozoïdes ou d'ovules. D'accord ? C'est-à-dire que pendant tous de fin avril, on va dire, jusqu'à le mois d'août, ça crée des produits sexués. D'accord ? Et donc souvent au mois d'août, on a ce qu'on appelle des gros changements de température, des orages. Et donc là, ça donne en indication à l'huître d'éjecter les produits sexués. Et donc là, le lait se retrouve dans l'eau. Tu as des créations. Mais donc, quand on a des huîtres très laiteuses, c'est parce que c'est lié à ça. C'est la reproduction, oui. Okay. Et donc, les contacts se font dans l'eau de mer. Donc, sur les 100 millions, il y en a quelques centaines peut-être qui vont avoir en contact. Ça crée un œuf. L'œuf va se transformer en larve. Et la larve va naviguer pendant 8 jours à 3 semaines pour trouver l'endroit qui lui plaît et le support qui lui plaît. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Il y a évidemment plein d'autres produits, on les imagine très bien petits, mais l'huître, en fait, on imagine juste ce petit caillou final. C'est microscopique. On n'a rien d'autre en imagination. Ça a juste un pied et ça vient se fixer à un endroit. Et par exemple, un exemple précis, sur Arcachon, c'est un captage sur des tuiles Cholet, des tuiles de maison sur lesquelles ils mettent de la chaux. Ouais. D'accord, avec des endroits protégés parce qu'il ne faut pas de coups de vent, il ne faut pas de gros courants, etc. Nous ici, on n'avait pas de captage avant parce que, la température de l'eau est pas assez chaude et qu'on a toujours une grosse courantologie. On a les plus grandes marées d'Europe, donc ça crée trop de mouvements d'eau et donc on n'avait pas. Là maintenant, la température de l'eau commence à monter un peu. Là, on a du captage maintenant, et pas en quantité assez importante pour avoir du captage naturel. Donc c'est toujours, pour l'instant, Arcachon et Marennes-Oléron. Parce qu'ici, on a Cancale.
je ne l'ai pas encore Baie dit. du Mont-Saint-Michel, ouais. Mais Cancale, c'est une zone hyper connue pour les huîtres. Là, je pense aussi à Noirmoutier. Il y a des zones comme ça, très connues pour les huîtres, parce que l'endroit, il y a plus de conditions qui font qu'elles se développent correctement. Non, parce que le gros du commerce français, c'est Marine-au-Luron. Oui, aussi. Donc la marraine, après, tu as des spécificités, Cancale, etc. Cancale a vécu parce que c'était la plate à l'époque, donc c'était pas la même espèce. Parce que là, ici, c'est... Maintenant, c'est la gigasse, la crosseuse gigasse, qui est maintenant à 99% au niveau mondial. Tu as encore quelques espèces différentes, mais c'est à peu près 1%. Quoi. Okay. La virginica, l'huître ça s'est réduit les... Parce qu'après, c'est une question d'épisodie. Il faut savoir qu'une espèce vit à peu près 25 ans dans la nature. C'est-à-dire qu'après les 25 ans, soit il y a un problème, une épisodie, ou... Une espèce d'huître? Non, espèce en général. Ah, une espèce tout court? C'est pour ça que même dans le milieu agricole, l'INRA, par exemple, qui est le centre de recherche, a toujours des wagons d'avance pour tester au niveau génétique des produits qui sont susceptibles de survivre. Nous, dans le milieu marin, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses on ne peut pas isoler. Quoi. Donc, à partir où on ne peut pas isoler, on est dépendant de la nature. Donc, et là, il y a... Alors, soit la nature est généreuse et le produit survit et va s'auto-immuniser, ce qui est le cas pour l'instant par rapport aux huîtres, sur une partie. Mais ça, c'est sur quelques années. Quoi. On a des huîtres. Est-ce qu'on ne les dégusterait pas? Ah, bien sûr. Un petit peu. En même temps qu'on continue notre super discussion. J'ouvre les huîtres en plus. Voilà, je vais peut-être pas m'y risquer parce que je me couperai forcément. J'ai encore une coupure de la dernière fois. Mais j'ai appris à couper les huîtres. C'est bien, ça c'est important. Bah, c'est super. Il y a du travail sur. Je trouve ça hyper agréable de couper des huîtres en fait. De trouver l'endroit, le muscle, le machin. Waouh. Et donc, comment. Moi, j'ai l'habitude de les prendre avec du citron. Mais on est censé. Moi, c'est toujours nature. C'est toujours nature. Est-ce qu'on peut en ouvrir une pour la caméraman? Plusieurs même qui en rêve, je vais lui apporter. Hop. Hop. Alors moi j'ai de l'eau, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais... Hop. Et vide l'eau. Moi toujours, ouais. Parce qu'après c'est trop salé? Non, c'est une question de goût. Hein. Hop là. En fait, là sur ces huîtres-là, cette partie-là, c'est pas une laitance, c'est ce qu'on appelle du glycogène, donc c'est du sucre. Donc en fait, si cette poche-là, l'hiver, est bien, je dirais, quasiment marron, et quand on coupe à l'intérieur, c'est noir. C'est ce qu'on appelle du glycogène, donc c'est du sucre. Donc toute cette partie-là, plus elle va être grosse, plus on va avoir le goût salé sucré. Oui, c'est vrai que parfois il y en a. Et après, il y a une chose qui est importante et que justement très peu de gens consomment, c'est ce muscle adducteur là. Ouais, mais parce que souvent on le loupe quand on coupe. Et ça a goût de Saint-Jacques, et ça c'est sucré aussi. Et donc le retour en bouche qu'on a au final, c'est ça. Si, dis-moi. Mais tu peux vider là, je pense. Ah, pour vider l'eau ? Je me doutais bien qu'à mon avis, il n'y avait pas de souci vu l'endroit. Si, ouais, tu peux. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, alors je vais goûter. J'ai vraiment pas l'habitude sans citron. Moi, je suis très citron. Là. Ah, mais. Attends, Nicolas, si tu veux. Passer. Voilà. Tiens, prends le couteau. Hop là. C'est bon ? Mais... Encore, elles sont pas super charnues, mais. Bien croqué, tu vois le goût après le retour. Ton père il prend du 2, je crois. Ton père il prend cette taille-là, je crois. Ah oui, elles sont énormes. Parce que c'est rare d'avoir des huîtres aussi remplies, je trouve. Parce que la taille. Ça, c'est pareil. Le remplissage, c'est aussi une question de travail. Alors, tu as la nature qui joue, hein, mais entre deux ostréiculteurs, il y aura une différence de qualité de produit parce que le taux de chair est différent. Dans les marchés, c'est quoi déjà la taille? C'est numéro 1 à... Non, c'est numéro 0 à numéro 5. Ouais. Et c'est proche de 0, plus c'est gros ou c'est l'inverse? Voilà. En fait, c'est un écart de poids. Quoi. Un numéro 3 qui est communément c'est 66 grammes jusqu'à 85 grammes, par exemple. Dans l'agriculture, dans l'élevage, c'est déjà pallié avec les saisons, la nature, un champ. C'est déjà très compliqué, mais j'imagine comment on peut avoir une notion sur la nature parce qu'on a pied dedans. Mais la mer,
c'est tellement énorme que je comprends pas comment tu peux réussir à avoir un pouvoir dessus pour les huîtres, tu vois. Bah, parce que déjà, après, il y a l'expérience. Après, on s'aperçoit qu'il y a des décalages dans le temps, mais sur des tests qu'on fait, parce qu'on fait quand même des tests de gain de poids, etc., avec des courbes de croissance, et on s'aperçoit que sur l'année, moi j'avais fait ça sur 5 ans à une époque, avec des tripliqués à chaque fois pour contrôler chaque marée, le gain de poids unitaire. On s'aperçoit que tu as des décalages d'un mois, 2 mois, mais que la croissance est quand même là. Même si, je ne parle pas de visuel, hein, je parle vraiment de cartésien avec des tests pour voir justement le gain de poids de l'huître. Oui, donc c'est comme un champ. On travaille comme tu testes des... Voilà, on a en permanence des choses de mise en place pour justement nous permettre de choisir et de faire d'avoir une stratégie de production, quoi. Tu fais des tests, ça marche pas, et ça marche pas. D'autres. Les densités, ça marche pas. Les densités aussi. On joue sur les densités pour voir comment ça. C'est-à-dire la densité, c'est la quantité d'huîtres au même endroit dans chaque poche. Mais c'est les poches, c'est les sacs en plastique. Et donc les sacs en plastique, il y a différentes tailles. Donc, au début, on commence par des toutes petites tailles, des toutes petites mailles, pardon, on va dire entre 4 à 6 mm, ça dépend, suivant ce qu'on reçoit. Et en fait, au fur et à mesure, l'ostréiculteur doit dédoubler les huîtres, donc les ramener au chantier, passer sur des machines pour les séparer par taille, parce qu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse. Même si elles ont été au même endroit. Même si elles sont sœurs ou frères et sœurs, elles n'iront pas toutes à la même vitesse en croissance. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une petite huître de la taille de mon ongle, ça filtre 5 litres d'eau par heure. D'accord ? On regarde notre ongle. Une huître adulte, c'est 20 litres d'eau par heure. Ça filtre ? Ouais, ça filtre pour... En fait, tu filtres pour avoir du phytoplancton. En fait, pose ta coquille, hein, Loïs. T'embêtes pas. Je la vois depuis tout à l'heure porter sa petite huître. Et donc après, la courbe est exponentielle. C'est-à-dire que plus l'huître va avoir accès à la nourriture, plus elle va grossir rapidement. Et plus elle va prendre la nourriture d'à côté. C'est-à-dire qu'en fait, la poche, c'est un rectangle. Celles qui sont à l'extérieur ont accès à la nourriture. Donc si jamais on ne fait pas de brassage, en fait, celle qui va être au milieu n'aura jamais à manger. En fait, j'ai une image dans ma tête, là, je me dis, c'est comme la poêle où tu as le feu et sur le côté, ça ne cuit pas de la même manière, les trucs, parce que ça ne reçoit pas le même feu. Mais là, c'est une question d'accès à la nourriture, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. Il faut bouger les trucs dans la poêle pour que tout soit chaud, quoi. Tout à fait, à la même température. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de l'élevage, on va réduire la densité par poche, réduire le nombre, et augmenter la taille des trous. Parce qu'en même temps, elles sont plus grosses, donc il y a moins de place. Et pour augmenter la capacité de filtration aussi. Parce que la poche, c'est bien parce que les huîtres ne passent pas à travers, donc c'est une protection aussi pour les prédateurs. Et après, c'est le passage du flux d'eau qui permet d'augmenter justement l'accès à la nourriture, quoi. C'est qui les prédateurs des huîtres ? Il y a les étoiles de mer, les crabes. C'est les étoiles de mer qui mangent les huîtres ? Les crabes. Qu'est-ce qu'il y a encore les bigorneaux-perceurs. Mais les crabes, c'est quoi ? Ils ouvrent la coquille. Ils attendent qu'elle s'ouvre et puis clic, elle coupe au niveau du muscle. Ah oui, donc c'est la loi de la nature. Hein. Mais c'est sûr, les huîtres en plus. D'avoir une poche, ça permet de les protéger. Ok. Bon. C'est bon ? Bon. L'ambiance de la ville, c'est pas mon truc. Ah ouais. Les gens vivent à 100 000 à l'heure et tu te dis, mais faut passer à côté de l'essentiel, quoi. Non, moi je suis pas attaché. Je suis attaché à mes libertés, ouais. Après, moi, l'histoire de bio ou pas bio, moi je suis plutôt pour une agriculture raisonnée. Elle vit sur ses réserves. En fait, elle vit comme une marmotte. Tout simplement. L'huître est une marmotte. Vous avez acheté du produit bio, juste sur le nom.